D'accord. J'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Johan Tardy, je serai votre exposant pendant toute cette heure-ci. Bienvenue au deuxième exposé de Maths pour tous. Donc tout d'abord, je vous remercie de venir aussi nombreux, c'était pas attendu. Je vous remercie plus particulièrement la classe de Terminale S du lycée Jean Villard de s'être déplacée exprès pour l'occasion. Ça fait plaisir. Et on va attaquer directement. Donc on va faire un exposé de maths. Donc plus particulièrement, on va faire un exposé sur le raisonnement. En mathématiques, on a des propriétés qu'on veut montrer, ou qu'on veut montrer qu'elles ne sont pas vraies. Pour ça, on part d'axiomes de départ. Ces axiomes de départ, on va les faire travailler entre eux, on va déduire de nouvelles propriétés qui sont vraies. De ces propriétés vraies, on va en déduire de nouvelles, ainsi de suite. Et de toute cette déduction, on espère atteindre les propriétés qu'on veut montrer vraies. Tout ce cheminement, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Donc ce qu'on va étudier plus particulièrement aujourd'hui ici, ça va être certains outils de raisonnement. Il y a certaines techniques classiques qu'un mathématicien utilise pour montrer certains résultats. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour faire un exposé de ce type-là, il y a deux manières de le faire. Le premier, ce serait juste que je vous fasse une liste exhaustive de tous les raisonnements possibles. Je vous montre un raisonnement, je vous dis on l'utilise dans quel cas, pourquoi c'est intéressant, quel exemple on peut l'appliquer. Ça, c'est pas hyper intéressant. C'est pas hyper intéressant parce que ça laisse penser que les maths, c'est juste on se promène dans un musée, on regarde des tableaux avec des théorèmes dedans et juste on profite. Non, les maths, c'est plus on est dans un garage avec un débardeur et une clé de 12 et on attaque. Et aujourd'hui, on va utiliser de la clé de 12. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? On va prendre un problème et je vais vous lâcher dessus. On va réfléchir ensemble à un problème. C'est pour ça que vous avez tous des feuilles et des stylos sur vos feuilles, sur vos tables. L'idée, c'est que on va réfléchir ensemble. Je vais vous laisser des temps pour réfléchir. On va échanger. Vous allez me dire des bêtises ou des trucs qui sont vrais. L'important, c'est qu'on va rebondir, réfléchir ensemble pour à la fin trouver le résultat. Donc sans plus attendre, j'annonce le problème. On a un carré. Ce carré, on peut le diviser en d'autres petits carrés. Par exemple, on peut le diviser en 4 carrés. Donc en fait, on voit qu'un carré, on peut le diviser en d'autres carrés. Ça marche pour 4. La question, c'est en combien de petits carrés on peut le diviser? Donc pour être plus précis, la question, c'est quels sont les entiers? Alors j'utilise des termes techniques. Ne paniquez pas, je les explique si ce n'est pas clair pour tout le monde. N dans grand N, tel que un carré se découpe en n carré. Voilà. Est-ce que déjà le problème est clair pour tout le monde? D'accord. On a vu déjà que ça marche pour 4. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite grille, une petite ligne au-dessus. Au fur et à mesure, on va entourer les nombres pour lesquels ça marche. On sait qu'on peut couper un carré en 4 carrés. L'idée, ça va être de savoir... L'idée, ça va être de trouver pour quel nombre ça marche, pour quel nombre ça ne marche pas. Alors déjà, est-ce que vous avez des petites idées, des petites remarques simples pour résoudre ce problème? Au top. Donc, au début, c'est pas facile. Le problème est hyper ouvert, il est large. On vous demande quels sont... D'habitude, vous êtes plus habitués à ce qu'on vous pose une question, montrer que ceci est vrai. Et là, on vous demande d'abord conjecturer le résultat, puis montrez-le. Donc ça, c'est classique dans la démarche mathématicienne de tomber sur un problème ouvert. L'idée, c'est pas essayer de le résoudre du premier coup. C'est comme si vous avez des écouteurs emmêlés dans votre poche, vous les sortez, vous avez un énorme sac de nœuds. Deux solutions pour le démêler. Le premier, soit vous tirez dans tous les sens, ça revient à résoudre le problème du premier coup, on n'y arrive pas. Soit on essaie de repérer d'abord un petit nœud, et on se dit on va déjà le démêler lui-même. Et après on regarde, on prend du recul, on se dit est-ce que là c'est pas plus simple maintenant? Si ce n'est pas le cas, on en regarde un deuxième, on le démêle, et ainsi de suite. Ici on va faire pareil, on va regarder un peu les petits nœuds du problème, et regarder petit à petit. J'ai cru voir la main se lever là-bas. Alors juste, ça va être un peu faussé, mais je vais essayer de guider quand même la réflexion pour pas que juste... Si quelqu'un connaît la réponse à l'avance, qu'il ne la donne pas tout de suite. Enfin, genre... Sinon, il n'y a plus de conférence, quoi, c'est réglé. D'accord, donc tu lui avais proposé les paires. J'ai entendu pour les impairs, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu proposes? Les carrés parfaits, ça c'est intéressant, on va y revenir très rapidement. Dernière remarque, après...
D'accord, pas de proposition. Je répète pas ce que je dis, parce qu'on va le redire plus tard, et ça viendra en fonction de temps. Plein de choses intéressantes, c'est super. Vous êtes chaud, c'est cool. Donc déjà, j'ai reçu première réponse. On a dit pour tous les carrés parfaits, ça marche. Plus simplement, on a montré pour 4. Pour quel autre nombre évident ça marche? Un autre nombre, genre pour 9. Est-ce que ça marche pour 9? 3 de chaque côté. Exactement, on fait une grille. Là, on reprend l'idée. Ici, on a fait une grille 2 x 2. Pour un carré 3 x 3. Là, on a 9 carrés. D'accord. Donc là, on en revient à ce qui a été dit par là-bas, qui était intéressant. On l'a fait pour 2, on l'a fait pour 3. Et pourquoi s'arrêter à 2 et 3? On peut le faire avec d'autres nombres. On peut le faire avec 4, avec 5, avec 6. On peut le faire pour un entier n quelconque. Donc si on prend n dans grand N, c'est-à-dire un entier 0, 1, 2, 3, 4, 5, quelconque, on peut séparer la grille en n fois n. Et là-dedans, on a n lignes avec n carré à chaque fois, donc n fois n carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle un carré parfait, nombre carré. Je ne sais pas quels sont les prérequis ici dans la salle. Donc effectivement, la remarque était juste, pour tous les carrés parfaits, ça marche. Donc ça veut dire que ça marche pour 4, ça marche pour 9, ça marche pour 16, ça marche pour 25. Donc là déjà c'est intéressant parce qu'on a montré qu'il y a déjà une infinité de solutions au problème. Est-ce que juste cette solution, ça nous dit quelle est la solution totale? Est-ce que vous avez plus une intuition sur quel est le résultat maintenant? Bah non. Là pour l'instant on a fait des premières remarques. Et ça ne nous éclaire pas plus que ça, mais c'est important. Il faut faire des premières remarques. Parfois, ça n'aboutit pas, parfois, ça aboutit. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on continue à regarder des petits exemples. Donc, je vous conseille de regarder, bon, on regarde le premier exemple le plus simple, c'est 2. Qu'est-ce qu'on peut dire pour n égale 2? Est-ce qu'on peut couper un carré en 2 petits carrés? Alors, j'entends non partout. Mais je suis d'accord, on prend 2 carrés, on les colle ensemble, ça fait un rectangle. Oh, si on les décale un petit peu, ça fait même pas un truc qui ressemble à un rectangle. Non, 2, ça marche pas. 2, ça marche pas. Donc on voit que le problème est riche dans le sens où on ne peut pas dire que ça marche pour tous les nombres. Ça marche pour beaucoup de nombres, mais il y en a pour certains, par exemple 2, pour lesquels ça ne marche pas. Donc la réponse va être compliquée a priori. C'est pas grave, on va chercher. Il y a d'autres. Si on regarde 3, 5, ce sont des questions qui sont un peu plus délicates, je les garde pour la fin. Je vais vous demander de chercher pour le cas n égale 6. Est-ce qu'on peut couper un carré en 6 petits carrés? Donc là, je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Vous avez des feuilles, des stylos. S'il vous plaît, le temps de réflexion est fini. Alors, quelqu'un avait proposé quelque chose là-bas? Exactement. Exactement. L'idée est la suivante. Pour n égale 6, on se dit on fait un carré 3 x 3. Mais sauf qu'on se dit, bah, les 4 carrés là, en fait, on va les réunir. Et ça fait 6. On en a 5 là, on rajoute le dernier, on en a 6. Donc, cool, pour 6, ça marche. OK. Maintenant, question, est-ce que le fait d'avoir traité ce petit exemple nous aide à la résolution générale? Bah, je vois des noms dans l'assemblée, je suis d'accord. Pour l'instant, on est en mode, on voit pas. Et bien en fait, figurez-vous que cet exemple suffit à péter l'exo. Mais on verra ça à la fin. Je vous réexpliquerai. Mais ce petit exemple, si on l'a bien compris, ça explose l'exo. Mais c'est pas grave. Comme on n'a pas compris, je l'avais pas non plus au début. J'ai vu une égale 6, je fais OK, c'est pas grave. On va continuer à regarder des petits exemples. N égale 7, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça marche. Bah, si vous êtes observateur, en fait, vous avez déjà la réponse en entrant dans la salle. Parce que c'est sur la fiche. Hein, Lucas? Bon, pour faire n égale 7. On partage en 4, d'accord. Et un des carrés est encore partagé en 4. Effectivement, 4, 1, 2, 3. On en a 7. Donc le k égale 6, ça marche. Le k égale 7, ça marche. OK. Super. Est-ce qu'à ce stade, ça nous donne des idées pour... Je vous poserai cette question à chaque petit exemple, jusqu'à ce que des idées viennent. Il y a un moment, j'arrêterai et je donnerai les idées.
Mais est-ce qu'à ce stade-là, ça donne des idées pour le résultat général? 3 plus un nombre carré, ça marche. On va regarder le cas n égale 8. Est-ce que quelqu'un a des idées? Donc ce que proposent votre camarade, c'est de dire, on fait une grille 4 x 4. Sauf que tous les carrés en bas, en fait, on les efface, on en fait un seul gros. Et si on compte, ça en fait 1, puis 7 ici, donc ça en fait bien 8. Donc, le k n égale 8, il est là. Est-ce qu'à ce moment-là précis, est-ce qu'on a une idée sur la solution générale? Je vous le poserai à chaque fois. Là encore, on peut avoir une idée, mais je n'ai pas envie d'aller là-dessus tout de suite. On va d'abord faire le k n égale 10. Alors, ça peut paraître rébarbatif de faire un peu tous les petits cas au début, mais ça, c'est essentiel dans la démarche d'un mathématicien de d'abord regarder vraiment ce qui se passe sur les petits cas et vraiment travailler dessus. Et au début, ça a l'air rébarbatif. Vous allez voir, une fois qu'on va commencer à voir ce qui se passe vraiment, tout ce travail va vraiment porter ses fruits. Donc là, c'est le dernier petit exemple que je vais vous faire faire, et après, ça va avancer. En fait, le k n égale 10, on l'a déjà traité. On l'a déjà traité, en fait. Dans le k n égale 7. Pourquoi? Comment on a obtenu le k n égale 7? Alors, j'efface juste le tableau, histoire de... Réfléchissez juste 2 secondes à comment on a obtenu le k n égale 7. On a pris juste le carré découpé en 4. Et pour passer à 7, on a mis une croix. Ça paraît anodin. Mais en fait, c'est puissant ce qui se passe là. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé un carré et on en a ajouté 4. Juste mettre une croix, c'est dire on ajoute 3 carrés à la décomposition. Donc là, si on regarde juste, on a eu 4, on a eu 7, ok. Si on regarde ça de manière plus globale, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on arrive à avoir une décomposition, on arrive à découper un carré en n petits carrés, et c'est-à-dire qu'on peut le décomposer en n plus 3 petits carrés. Donc ça, je l'écris. Si un carré se découpe en n petits carrés, il se découpe aussi en n plus 3 petits carrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste mettre une croix, ça fait plus 3. Donc on a 7. Si on a 7 pour avoir 10, ben on remet une petite croix. On en met une là. Mais si on a 10, ben on a 13. On remet une croix. Ah mais si on a 13, ben on a 16. On remet une petite croix. Donc on a 19, puis 22, puis 25, 28, 31, 34, 37, 40, ainsi de suite. Là, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est ce qu'on appelle le principe de récurrence. Je m'explique. Donc, principe de récurrence. On veut montrer... Alors, MQ, pour moi, ça veut dire montrer que P de n qui est une propriété qui dépend de n, c'est une phrase qui dépend de n, est vrai pour tout n appartenant à grand N. Donc j'ai vu certaines personnes en public qui m'ont dit c'est quoi n dans grand N? C'est juste l'ensemble des entiers. C'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Si on veut montrer qu'une propriété est vraie pour tout n, il y a une manière de faire qui s'appelle le principe de récurrence, c'est la suivante. Il y a 2 étapes importantes. La première, c'est l'initialisation. Ça consiste à dire P de 0 est vrai. La deuxième, c'est l'hérédité. Ça consiste à dire si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai.
Imaginez, on a ces deux étapes. On sait que P de 0 est vrai, par hypothèse. On sait que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc si P de 0 est vrai, P de 1 est vrai. Donc on a P de 0, on a P de 1, mais donc on a P de 2, parce que si P de 1 est vrai, alors P de 2 est vrai. Mais donc on a P de 3. Ainsi de suite, on les a tous. Voilà, c'est un principe qui est assez simple. Tout le monde est... Ça va? Parce que je sais qu'il y a des terminales S, des gens qui ont arrêté en seconde, donc je sais que c'est peut-être plus facile pour certains que pour d'autres. Voilà. Et là, c'est exactement ce qu'on fait ici. On dit, ça marche pour 4. Et si ça marche pour 4, ça marche pour le nombre plus 3. Et ainsi de suite. Donc c'est exactement un principe de récurrence qu'on est en train de faire. On va le rédiger. Parce qu'un des points clés de cet exposé, c'est de vous présenter aussi la rigueur. Pas juste y aller à l'instinct et dire, ça se sent bien. On va montrer les choses proprement. On va rédiger la récurrence. On veut montrer la propriété suivante. Montrons que P de n, 2 points, 1 carré, se découpe en 4 plus 3n petit carré est vrai pour tout n. Voilà, c'est grosso modo ce qu'on a conjecturé. On a montré que c'est vrai pour 4. Ensuite, on a envie de faire plus 3 une fois, donc on fait n égale 1, ça fait 4 plus 3, 7. Puis on rajoute 3, et on rajoute 3, c'est exactement montré que c'est vrai pour tous les 4 plus un multiple de 3. J'ai vu des yeux froncés. Non, je me disais qu'il nous manque des résultats avec cette propriété. Il nous manque des résultats. Oh, je continue, tu me dis dès qu'il y a un problème, tu lèves la main. Non, il n'y a pas de problème, c'est Ah oui. juste par exemple si cela ne l'atteint pas avec cette propriété. Bien sûr, mais j'ai pas dit que c'était fini. T'inquiète pas. Donc déjà, on va montrer ça dans un premier temps. Effectivement, ça ne finit pas le problème. Mais t'inquiète. Donc ça, c'est vrai pour tout n. On veut montrer que c'est vrai pour tout n. Pour ça, on commence par l'initialisation. L'initialisation qui est là-bas, on veut montrer que P de 0 est vrai. C'est quoi P de 0? P de 0, c'est la phrase 1 carré se découpe en 4 plus 3 fois 0, ça fait 4, carré. Bon, ça c'est vrai. C'est vrai, on l'a montré au tout début. C'est le premier exemple que je vous ai donné. L'hérédité, prenons un entier n dans grand N, donc n'importe lequel, 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on veut. On suppose P de n vrai. On veut montrer que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai, donc supposons P de n vrai. Montrons P de n plus 1. Bon, P de n est vrai, donc ça veut dire que mon carré, je peux faire une découpe en 4 plus 3n petit carré. Bon, c'est P de n. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il suffit de mettre une petite croix quelque part, et on gagne plus 3 sur la décomposition. Donc, on a une découpe en 4 plus 3n plus 3 est égal à 4 plus 3 fois n plus 1. Et ça, c'est exactement dire qu'on a P de n plus 1. Je sais pas, c'est peut-être trop bas pour beaucoup de gens, non? Ça va? Du coup, par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout n. D'accord. Donc on encercle ce qu'on a déjà eu. Donc on avait 4, on a 7 grâce à ce principe. On a 10, puis 13, 16, 19, 22, 25, 28, ainsi de suite. Est-ce qu'on n'a pas envie de réutiliser ce principe-là? Parce que là, on a pris 4 comme point de départ. On pourrait prendre un autre point de départ. Pardon? On peut prendre 6. Bah, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a quoi d'autre qui est vrai alors à ce moment-là? Immédiatement. 9, 12, 15, 18. Par le même principe, c'est encore une récurrence. C'est encore une preuve par récurrence qui se fait là.
Si on a 6, on a 9, on l'avait déjà, puis on a 12, puis on a 15, puis on a 18, 21, 24, ainsi de suite, 27. Ok. Tout à l'heure, je ne l'ai pas encerclé, on avait 8. Bon, on a envie de recommencer. Hein. On a 8. Comme on a montré 8 tout à l'heure, on a le droit de faire des bonds de 3. Donc on obtient 11, puis 14, puis 17, puis 20, 23, 26, etc. J'en ai entouré beaucoup les nombres là. Je les ai presque tous entourés en fait. Bon, il y a juste là au début où ça... Donc là, vous vous rendez compte, juste, on regarde le kn égale 7, on regarde un petit peu dans les yeux, et juste de ce cas-là, on obtient tous les nombres. Donc c'est vrai pour tous. Il faut juste vérifier là pour ces cas-là que ça marche ou pas. Ok. Donc le K2, en fait, on avait déjà réglé, on avait dit que ça ne marchait pas. Le K1, dont on est d'accord, ça marche. Le kn égale 3. Je vous invite à réfléchir sur le kn égale 3. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut couper un carré en 3 petits carrés? J'ai entendu un nom. Je vous laisse réfléchir. Je vous aide un petit peu, hein, parce que la question est vraiment pas facile. Bon, on est tous d'accord, 3, on n'y croit pas trop. Hein. On a l'impression que ça n'a pas marché. Hein. Je suis assez d'accord. On a déjà montré que ça ne marchait pas pour un autre nombre. Donc on se dit, si ça ne marche pas pour... Enfin, peut-être que la preuve est la même pour les deux. Hein. C'était quoi la preuve pour n égale 2 hein? Ah bon, on n'a pas fait de preuve en fait. Ok. Ça, c'est le pire réflexe que puisse avoir un mathématicien, c'est de se dire « ouais, ça se sent bien. Ouais, on y croit et on admet. Hein. » Non, non, non. Non, il faut être rigoureux. Hein. Le kn égale 2, on ne l'a pas encore montré en fait. On a juste dit « ça se sent bien ». Effectivement, ça ne marche pas. Mais en admettant le kn égale 2, on évite une difficulté qu'on re-rencontre pour le kn égale 3, et c'est beaucoup plus dur de dire pourquoi ça ne marche pas. Donc je vous réinvite de vous repencher sur le kn égale 2 et de me dire vraiment pourquoi, rigoureusement, ça ne marche pas pour le kn égale 2. Ok, très bien. Alors j'ai cru que quelqu'un avait une idée par là-bas. On peut faire un argument de géométrie, c'est-à-dire que si on a un carré, alors moi il est forcément plus petit que le plus grand carré. Ok, il est strictement inclus, je suis d'accord. Et en fait, on peut délimiter des zones. Par exemple, le coin en bas, alors il a au moins un carré. Très bien, très bien. Et en fait, ça nous délimite 4 zones. Et donc, dans ce cas-là, ça montre qu'il y a le gros carré, Ouais. le coin complémentaire et les 2 rectangles qui nous restent. Et donc, ça montre qu'on ne peut pas faire... Alors, ton idée est pas mal. Je vais la redire un peu à ma sauce. Mais il y a l'idée de prendre un coin, ouais, effectivement. Mais en fait, il y a même quelque chose de plus important dans ce que tu dis. Hein. C'est un certain raisonnement qui nous aide à résoudre le kn égale 2. Hein. En fait, là, depuis le début de l'exposé, ce qu'on montre, c'est que ça marche pour certains n. Là, je vous pose une question conceptuellement plus compliquée, c'est de vous dire, bah, pour celui-là, ça ne marche pas. On n'a pas l'habitude. Parce qu'on a envie de dire, bah, ces objets n'existent pas vraiment, parce qu'on est censé montrer qu'ils n'existent pas. Il y a quelque chose qui un principe de raisonnement qui remédie à ça. Est-ce que vous connaissez le raisonnement par l'absurde? D'accord. Donc le raisonnement par l'absurde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on veut montrer une propriété P est fausse. Pour cela, on suppose P. On suppose que P est vrai. Et on essaye de montrer ce n'est pas possible. Tout simplement, on a envie de montrer que c'est faux, donc on va se mettre dans un monde parallèle où on se dit que c'est vrai, on se promène un peu dans ce monde parallèle, et on tombe sur une absurdité. C'est ça le principe, enfin le raisonnement par l'absurde. Donc dans ce cas présent, comment on fait? On n'y croit pas. On n'y croit pas que ça puisse se découper en 2 carrés. Donc on suppose, on se dit, supposons que notre carré se découpe en 2 carrés. Là, ce qu'on gagne, c'est une existence. On gagne l'existence de 2 objets, C1, C2, 2 carrés. Donc supposons
Alors, on va l'appeler ABCD, se découpe en C1 et C2, deux carrés. Donc là, comme le disait votre camarade, bon, on a ABCD ici. C1 et C2 recouvrent le carré. A appartient, par exemple, à un des deux carrés, par exemple à C1. D'accord. Comme A est un coin, bah, c'est aussi le coin du deuxième carré. Donc là, on a C1. Bah, comme C1 et C2 partitionnent le carré, ça, c'est un carré. La partie en verte. Bon. Pas trop. Bon, il faut le rédiger quand même un peu plus rigoureusement. L'idée, c'est ça. A appartient à C1. Donc, par exemple, ce qu'on peut dire, pour être plus rigoureux, donc C2 à 6 côtés. Un carré à 6 côtés, je ne connais pas. Donc, c'est absurde. Et si on regardait le cas n égale 3 maintenant? Bon, y a-t-il des propositions pour le cas n égale 3? Aucune. Ouais. On fait la même chose, du coup on a C1, C2, C3. Ok. Avec C1 avec le point A, C2 le point B, et du coup on a C3 avec le côté. Alors, c'est ça l'idée. Il y a juste un détail qui n'est pas bon. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on va faire. Ce que vous dit votre camarade, c'est que on a un carré ABCD, et il dit bah, le point A appartient à un carré, disons C1, et le point B appartient à un autre carré. Mais qu'est-ce qui dit que ce n'est pas C1 aussi? Je suis d'accord que ce n'est pas le cas, mais il faut le montrer. Parce que là, on sait juste que B appartient à un carré. On n'a pas le droit de choisir le carré, tu vois. Mais c'est ça l'idée, c'est ça qu'on va faire. Si c'est C1 carré, ça veut dire que C1 il va pour côté AB, donc c'est ABC carré. Exactement. Et ça veut dire qu'on fait un deuxième raisonnement par l'absurde dans le raisonnement par l'absurde. C'est ça qui est bon. Donc je vais réécrire ce qu'a dit votre camarade au tableau. On va appeler ce carré petit c1. Supposons C1 égale C1. Si jamais C1 égale C1, alors le segment AB est inclus dans C1. Mais si C contient le segment AB, alors C égale ABCD1. Voilà. Ce qu'a dit votre camarade, c'est que si jamais le carré C, c'est le carré C1, à ce moment-là, le même carré contient toute cette longueur, et donc automatiquement, c'est le carré ABCD1. Ça, c'est absurde, parce qu'on a séparé le carré en strictement 3 carrés. Donc, ce sont deux carrés différents. Donc, disons que c'est C2. Et à partir de là, par le même argument, donc ce qu'il y a ici ne peut pas être un carré, donc il faut distinguer 3 cas. Le premier, c'est C1 et C2 se touchent. Alors, absurde. Alors, premier cas, C1 et C2 se touchent. À ce moment-là, deux cas se distinguent. Soit ils ont même taille, et s'ils ont même taille, alors C3 est un rectangle. Bof. Soit ils n'ont pas la même taille, et à ce moment-là, ça donne un vieux truc comme ça. C'est pas un carré. Ça, c'est C3. Deuxième cas, C1 et C2 ne se touchent pas, et à ce moment-là, on n'a clairement pas un carré entre les deux.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, yes, pas mal, ouais. Pas mal. Donc on a une preuve encore plus claire, donnée par Elie. Cette autre preuve dit, si on a 3 carrés qui remplissent le gros carré, forcément il y en a un qui va en contenir 2 sommets. On a 4 sommets à répartir dans 3 carrés. On ne peut pas en mettre juste un seul dans chaque carré. Il y en a un qui va en contenir 2. Mais si un carré contient 2 des gros sommets, bah, c'est le gros carré. Bah, c'est pas possible. Ça voudrait dire que ce serait égal au gros carré. Donc effectivement, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai proposé. Effectivement. D'accord. Je vous propose maintenant de regarder, pour finir, le kn égale 5. En fait, le kn égale 5 est hyper intéressant parce qu'il montre pourquoi c'est la frontière. Parce qu'on remarque qu'à partir de 5, ça marche tout le temps. Traiter le kn égale 5 nous explique un peu pourquoi après 5, on sent que ça marchera tout le temps. Parce que tout simplement, un carré, ça n'a que 4 coins. Donc on peut utiliser la méthode d'avant. On peut caler C1 là, C2 là, C3 là, C4 là. On sait qu'ils sont tous distincts par l'argument qu'on a donné précédemment. S'il y en a 2 qui étaient égaux, alors ce serait le carré entier, ce serait absurde. Et donc, ce qui est au milieu, on voit que ce n'est pas un carré. Et ça, on voit que cet argument, on ne peut pas le faire pour n égale 6. Parce que n égale 6, ok, on va occuper les 4 coins, mais il restera 2 carrés. On ne saura pas trop quoi en dire. Donc c'est intéressant parce que ça marque la frontière. Ce raisonnement par l'absurde montre pourquoi on s'arrête à 5. Et après, ça marche. Je vous avais dit un truc tout à l'heure. Donc là, c'est bon. On a montré que ça marchait pour tous les nombres, sauf 2, 3 et 5. Tout à l'heure, je vous avais dit un truc. Je vous avais dit, si on regarde bien le kn égale 6, on pète l'exo. Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Le kn égale 6, alors je vous rappelle, c'était... Alors, n égale 6... C'était ça. Voilà. Je crois que j'ai bien fait, je ne sais plus. Oui, enfin... Bon. On se comprend. Donc ça, c'est le kn égale 6, ok. Modulo le dessin. Et là, en fait, là, on a une idée qui est géniale. Et ça, on ne le voit pas, mais il y a une idée qui est merveilleuse là-dedans. C'est de se dire, je prends un quadrillage nn, soit n dans grand N. L'idée est de dire, je quadrille en nn. Donc mon carré, je le quadrille. Donc là, on en met n. Là, on en met n. Et on dit, en fait, tous les carrés en bas à droite, je les recolle en un gros carré. Et après, là, on a plein de petits carrés. Et ça, c'est un seul gros carré. Il y a combien de carrés dans cette décomposition? On a un gros carré, celui-là, là. Là, on en a n en haut. Là, on en a n. Ouais, mais il y a peut-être celui-là qu'on a compté en trop, donc c'est n-1. Donc ça fait 2n. Alors, je ne sais plus qui tout à l'heure m'a dit que ça marche pour tous les pairs. Donc effectivement, on peut le voir comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'avais vu. D'accord. Bah, tu avais raison. Enfin, tous les pairs, non, parce qu'il n'y a pas 2. Mon truc n'a de sens que si n est plus grand que 2. Parce que pour n égale 1, on ne peut pas découper le carré, quoi. Mais bonne intuition. Ça marche pour tous. Et à ce moment-là, on a presque tous les pairs. Bah, comment on obtient les impairs à ce moment-là, à partir de ça? Pardon? Exactement. On reprend l'idée de tout à l'heure. On fait plus 3. Un carré, dans une décomposition comme ça, on en prend un, on le coupe en 4, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on a le droit de faire plus 3 à chacun d'entre eux. Donc grâce à ça, on avait réussi à obtenir, on a tous les antipairs plus grands que 4, c'est-à-dire 4, 6, 8, 10, etc.
Et on a le droit de faire plus 3 à tous ces nombres. Donc en fait, on obtient 7, 9, 11, 13, ainsi de suite. Et là, on voit bien qu'on a obtenu tous les nombres plus grands que 6, et puis 4. Voilà, alors ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que ça illustre un peu ce qu'on appelle, c'est un principe flou en maths qu'on appelle l'élégance. Ce qui est important en maths, c'est pas de trouver le résultat. Parce que si vous ressortez de l'exposé en vous disant « Ah chouette, un carré se divise juste en tous les nombres sauf 2, 3 et 5 », bon, ce qui est intéressant, c'est les techniques pour réussir à résoudre. Et il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques un peu plus bourrines, comme la récurrence, et il y a cette technique qui est géniale. On pose un dessin et on a fini. Et ça, c'est beau. Enfin, personnellement, c'est pour ça que je fais des maths, c'est pour avoir ce genre de truc magique. Ok, on va passer au deuxième exercice. On a une boîte de dominos. On a une boîte de dominos de longueur 10, de largeur 2. On a 10 dominos. 10 dominos de largeur 1, longueur 2. Donc vous voyez clairement que tous les dominos rentrent dans la boîte. Il y a une R20, une surface 20, ça rentre. On peut les rentrer tout bêtement, comme ça. On les met tout droit. Ou alors on peut se dire, ouais, les deux de la fin, je vais peut-être les pencher. Genre je mets d'abord un comme ça, l'autre comme ça, après je les mets tout droit. Ou alors je peux me dire, eux je les laisse droit, mais c'est plutôt celui-là que je vais peut-être pencher. Enfin, vous comprenez qu'il y a plusieurs manières de ranger les dominos. Ma question c'est, il y a combien de manières? Bon courage. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Est-ce que quelqu'un a des idées? Ok. Bah, c'est normal, c'est une question qui n'est pas facile. C'est une question qui... Je pense que le réflexe que vous avez tous eu, c'est de vous dire, bah, je vais essayer de regarder tous les motifs possibles. Je vais regarder, ça donne qu'ils sont tous droits. Si je commence par deux qui sont penchés, je regarde ce qui se passe. Et vous faites une sorte d'exploration en profondeur de tous les choix possibles. C'est naturel comme réflexe, mais ce n'est pas celui qu'il faut avoir. En fait, la solution, elle tient au premier conseil que je vous ai donné de la conférence. C'est de regarder les petits cas. Donc là, je vous ai dit de regarder qu'une boîte 2 x 10. Je vous ai jamais dit de ne pas regarder qu'une boîte 2 x 1, pour commencer. Donc si on est sur une boîte comme ça, 2 x 1, il y a combien de manières de ranger les dominos? Une seule. Une manière. Si on est sur une boîte de largeur 2 encore, mais de longueur 2 cette fois, combien de manières de ranger les dominos? 2 fois. Ok. Si on est sur une boîte de longueur 3, largeur 2, combien de manières de ranger les dominos? Pardon? 3? Alors c'est 3. Mais pourquoi 3? Donc il y a deux manières de trouver 3. La première manière, c'est de se dire, bah, je compte toutes les manières possibles. De toute façon, il n'y a que 3 manières, donc ça va être rapide. Ou alors on commence déjà à généraliser. On commence à se dire, je vais trouver une manière qui va péter les cas suivants. Regardons comment on place le premier domino. Deux manières de le placer. Soit on place le premier domino comme ça. Si on le place comme ça, il y a combien de manières de ranger après? 2 manières. Deuxième manière, on place le premier domino comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le deuxième, il suit ici. Et il n'y en a plus qu'un troisième, donc il n'y a qu'une possibilité. Ok, ça fait 3. Pardon? Là, on commence à voir un peu ce que je vais vous faire ressentir. Regardons le k n égale 4, c'est-à-dire on a une boîte de longueur 4, de largeur 2. Combien de manières possibles? Ça devient dur à compter à la main maintenant. Mais je vous ai donné une indication pour pouvoir le compter facilement. On refait de la même manière. On regarde le premier domino. Soit on le place comme ça. Il y a combien de manières de placer les dominos qui vont suivre après derrière? On est dans une boîte 3 x 2. On l'a déjà réglé ce cas. Donc 3.
Deuxième possibilité, le domino est comme ça. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, forcément le deuxième suit. On a une boîte 2 x 2. Combien de possibilités? On l'a déjà fait, 2. Donc 5. Voilà ce que je vais vous faire sentir. Prenons n dans grand N arbitraire. On est dans une boîte hyper longue, n plus 2. On note un, le nombre de possibilités pour une boîte n. Voilà. Alors, un plus 2, il vaut combien? Bah, un plus 2, soit le premier domino, on le met comme ça, et il reste une boîte n plus 1 fois 1. Donc, un plus une manière de le ranger. On se ramène au cas précédent. Soit, on met le deuxième domino comme ça, et là, il reste une boîte de longueur n. Et là, il reste combien de manières de le ranger? Un. OK. Donc, on a une formule. Dans le jargon, on appelle ça une formule de récurrence. Pour les mecs qui ont de la culture, c'est la suite de Fibonacci qu'on vient de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux le nombre de possibilités à un cran, tu additionnes les 2 possibilités d'avant. Donc en fait, ça devient hyper simple. On a déjà calculé U1. U1, c'était 1, on l'a vu tout à l'heure. On a calculé U2 aussi, ça vaut 2. Et grâce à la formule qu'on a ici, si vous voulez U3, il suffit de sommer les 2 d'avant. 1 plus 2, ça fait 3. Vous voulez U4, tu sommes les 2 d'avant. 2 plus 3, ça fait 5. Et ainsi de suite. 8. Là, ça fait 13. Là, on passe à 21. Là, on est à 34. 55. 89. La solution, c'est 89. Donc, imaginez si vous vouliez classifier selon la gueule qu'avait votre motif depuis le début, 89 possibilités, en étant sûr qu'il n'y ait pas de doublon, sûr que vous n'ayez pas oublié de motif, alors que là, on est sûr d'arriver au bon résultat à la fin. Et ce qui est encore plus beau, c'est que finalement, on a réglé le cas pour une boîte 2 x 10, mais on l'a réglé pour une boîte 2 x n quelconque, en fait. Donc on a résolu un problème encore plus général. Voilà. Pour conclure cet exposé, donc juste je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu. On a vu le raisonnement par récurrence, le raisonnement par l'absurde. Et plus que ça, on a vu la démarche du mathématicien, regarder des petits cas, se méfier de son intuition, être rigoureux. Et ce sont vraiment des piliers dans la formation qu'on nous enseigne. Donc sur ce, je me reste juste à vous remercier. Vous avez vraiment été hyper agréable comme public. C'est vraiment gentil. Et voilà. Juste avant de poser des questions, je veux juste annoncer qu'il y a une feuille de présence à la sortie pour les normaliens, pour qu'on puisse savoir qui vient d'où et qui a fait quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé, sur n'importe quoi, sur même l'ENS en général, comme vous voulez? Enfin, on est là pour répondre à vos questions, quelle que soit la question, vraiment. Oui? La question qui est très pertinente était, par exemple, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a 4 ou 5 carrés? Parce qu'on en a 4 ici, mais est-ce qu'on pourrait aussi considérer que le grand carré est un grand carré? Bah, mea culpa, j'ai pas été précis. Désolé. Il fallait considérer... Ouais, d'accord. Désolé si vous avez embêté pour profiter de là. D'accord.